Lorsque Herschel, Heineck pour les amis, Henri en français, Papaye pour ses petits-enfants, naît en 1903 et Ida en 1910, au sein de familles polonaises juives dans la petite ville de Brzeziny, au cœur de la Pologne, il faut rappeler l'histoire incroyablement agitée de cette région de l'Europe centrale où va se dérouler leur enfance et brosser rapidement le double contexte, l'histoire de la Pologne d'une part et l'histoire des populations juives de ces régions d'autre part. Au début des années 1900, la Pologne, en hachure sur la carte, n'existe plus. En effet, à la fin du XVIIIe siècle, elle est si affaiblie que ses puissants voisins, à l'ouest la Prusse en rose pâle, au sud l'Autriche en gris, et à l'est la Russie en rouge, vont la dépouiller de tous ses territoires. La petite parenthèse napoléonienne du duché de Varsovie n'y changera rien, et en 1814, à la chute de Napoléon au congrès de Vienne, le royaume de Pologne est incorporé à l'empire russe du tsar Alexandre Ier. Plus de Pologne donc, mais des Polonais, oui. Une population qui se rebelle. Des révoltes éclatent, et après l'insurrection de 1830, l'empire russe soumet la Pologne à une politique de répression et de russification. La langue polonaise est interdite, et la langue russe entre dans les écoles, comme à Brzeziny par exemple. Heineck et Ida sont donc nés russes, en quelque sorte, mais ils se sentent polonais, et juifs également, bien que nés dans des familles assimilées, comme on disait à l'époque. La grand-mère maternelle de Heineck était même une paysanne catholique. Mais être juif en Pologne n'est pas chose facile. L'anti-judaïsme des temps anciens est hérité du christianisme. En effet, dans tout l'Occident, on a toujours accusé les Juifs d'être le peuple déicide. Ils ont condamné le Christ, ils sont donc responsables de sa mort. Ce reproche leur colle à la peau, et à mesure que la société se christianise, c'est le prétexte à de véritables théories du complot. À partir du XIIe siècle, on va accuser les Juifs d'assassiner des enfants chrétiens, ou encore d'empoisonner puis de propager la peste noire. Le XVIe siècle va être marqué par une série d'expulsions des Juifs d'Europe qui vont alors trouver refuge au Maghreb, dans l'Empire ottoman, mais aussi dans les principautés danubiennes. C'est ainsi que la Pologne, un peu plus tolérante à cette époque, devient une terre d'accueil pour ces Juifs expulsés, le Yiddishland. Ils s'installent surtout dans les grands centres urbains, et, étant exclus de la propriété terrienne et du travail agricole, exercent donc les seuls métiers permis, l'artisanat, le négoce, la médecine, les prêts d'argent, etc. Ils forment ainsi une communauté qui se mélange peu, c'est un reproche récurrent, s'administre elle-même, et on parle plus yiddish que polonais. Dans les périodes de paix et de stabilité, les relations entre juifs et chrétiens sont bonnes. Des liens étroits fondés sur des intérêts partagés se créent même entre les services de l'État et les hommes d'affaires juifs les plus riches. Un fossé se creuse même entre cette bourgeoisie moderniste juive en plein essor et le reste de la communauté très traditionnaliste aux conditions de vie misérables. Mais progressivement, sur ces terres très catholiques, le climat politique va se détériorer pour l'ensemble de la communauté juive et les vexations, les restrictions, les agressions vont se généraliser, surtout côté russe, là où se trouve Brzeziny. L'anti-judaïsme des temps anciens va céder la place progressivement au cours du XIXe siècle à des discours antisémites, c'est-à-dire une hostilité et un rejet manifestés à l'encontre des juifs en tant que groupe ethnique, religieux, racial. Un racisme à prétention scientifique, qui plus est. Avec la montée des nationalismes, les juifs, accusés d'être une race à part,
sont censés être peu patriotes, vivant au crochet de la société dans des fonctions parasites et improductives. C'est ainsi qu'à l'anti-judaïsme médiéval succède un antisémitisme racial, alimenté entre autres par d'immondes caricatures. À la fin du XIXe siècle, il y a en Russie 5 millions de juifs, considérés comme des étrangers. La Grande Catherine de Russie supprime l'auto-administration de la communauté et institue des zones de résidence forcée, ce qui favorise l'émergence des fameux shtetls, littéralement petites villes. Dans ces shtetls, juifs et polonais vivent séparément, langues différentes, activités économiques différentes, organisations communautaires propres, quartiers réservés. L'antisémitisme d'État s'installe avec tous ses interdits. En 1881, l'assassinat du tsar Alexandre II entraîne une vague de violence anti-juive appelée pogrom, avec les massacres, les viols, les pillages, les incendies de synagogues, de boutiques, de maisons. C'est le début d'un énorme flux migratoire, notamment vers les États-Unis. 2,5 millions de juifs y émigrent à cette époque. Ce sont aussi les frémissements du sionisme moderne, qui voit partir en 1882 les premiers colons fonder des communautés en Palestine. Puis le mouvement prend de l'ampleur sous l'impulsion de Theodor Herzl en 1897. Cet éveil juif entraîne l'apparition de nombreux mouvements politiques, sionistes, socialistes, au sein de la communauté, notamment parmi les jeunes gens qui rêvent de s'exiler, comme Hreniek, dans une quinzaine d'années. C'est dans ce contexte troublé que se déroulent les enfances de Hreniek et Ida. Que se passe-t-il à Brzeziny? C'est une petite ville, 17 000 habitants en 1914, dont près de 50% sont juifs. Un taux particulièrement élevé lié aux possibilités d'emploi dans le textile, car si les juifs, comme partout, tiennent des boutiques, des banques, des assurances, sont dans l'artisanat, le commerce du bétail, on a surtout ici quelques industriels qui fabriquent des vêtements dans des usines textiles tournées essentiellement vers l'exportation. Brzeziny est le plus grand centre de production de vêtements pour hommes de l'Empire russe. C'est la ville des tailleurs qui exporte des pilkas, des vêtements de travail, jusqu'en Chine. Quelques riches familles se sont même construites de splendides maisons Art Nouveau dans le centre-ville. Premier souvenir du petit Hreniek. À 3 ans, son père l'emmène chez le cordonnier qui prend ses mesures pour lui fabriquer des bottes resplendissantes qu'il va souiller quelques jours plus tard lors d'une colique malencontreuse. Mais le malheur sera vite réparé. Son père l'emmène tous les jours à l'école où il apprend rapidement à écrire. « Herschele, il faut écrire horizontalement », disait la maîtresse. Aux vacances, il partait chez ses grands-parents maternels à Andrejpol, un village voisin. Jadwiga, sa grand-mère, qui était mariée à Berko, le grand-père, était la fille du bourgmestre. C'était une catholique, apparemment peu pratiquante, mais elle était secourable car elle reprisait le linge des pauvres et des personnes âgées. Le couple exploitait une petite ferme au toit de chaume, quelques cochons, une chèvre, 2 ruches, un pré, des arbres fruitiers. Berko tenait aussi une petite épicerie où étaient entreposés des sacs de pois cassés et de farine. Le père de Hreniek, un homme très calme, était le meilleur coupeur de la ville. À l'âge de 20 ans, il s'était formé à ce métier à New York. Oui, New York, et parlait parfaitement l'anglais. Là où d'autres utilisaient 2,50 m de tissu, lui n'en demandait que 2,20 m. Et en plus, il réussissait à sortir une casquette pour Hreniek ou pour son frère. Il travaillait pour 2 maisons et pour lui-même, 12 à 14 heures par jour, et parfois plus. Sa mère allait au marché et discutait avec les paysannes. Fille de paysans elle-même, elle les connaissait bien et leur faisait des prix de faveur. En 1906, le père a ainsi amassé assez d'argent pour s'établir à son compte à Tomaschow, une ville aux industries textiles tournées vers l'exportation.
Il ouvre alors un magasin et les clients affluent. Sur la façade, on lisait « English Fashion ». Le prêt-à-porter, c'était surtout pour les paysans, le dimanche et les jours de marché. Le sur-mesure, pour la population plus aisée. Le père a pu ainsi rapidement rembourser les emprunts contractés auprès de ses deux anciens patrons. Naissent à cette époque, en 1905, la sœur de Reignac, Salornea, Sala, en 1907, son frère Itio, devenu Jack plus tard, et en 1908, sa sœur Théophila, Touchia. À la maison, des formes en carton étaient suspendues à des clous sur une planchette fixée au mur. Le père combinait les patrons sur les tissus étalés sur une longue table. Le dimanche, quand son père était à la maison, Reignac, malgré son jeune âge, aidait au travail, découpant des liasses de 30 ou 40 unités de tissu en veillant à l'emplacement des manches. C'était du tissu épais, de la cheviote, avec une couche de coton spécial pour des vestes épaisses qui descendaient jusqu'aux genoux et qui étaient exportées par wagons entiers vers la Sibérie, la Mandchourie et même la Chine, en ajoutant 10% de soie que les Chinois envoyaient de chez eux. Outre ce travail pour un gros confectionneur, le père travaillait également pour une autre maison très importante, Schattenberg et Zygmuntowicz, la riche famille d'Ida, la future épouse de Reignac. L'hiver, après la classe de l'après-midi où le maître, M. Pavlov, parlait russe et traduisait en polonais, il faisait déjà sombre et chaque enfant tenait une petite lanterne à pétrole pour se diriger vers le Cheder, l'école juive traditionnelle où l'on apprenait l'hébreu. Le rabbin menaçait de son martinet avec lequel il frappait le dos des enfants. Souvent, il rappelait aux élèves d'apporter de l'argent pour la semaine. C'est sa femme, du fond noir de la pièce, qui disait « Il n'y a plus de margarine, presque pas de pain, et demain c'est vendredi, il faut acheter de la farine et beaucoup d'autres choses pour samedi. » On a du mal à le croire, mais à 6 ou 7 ans, le petit Reignac savait lire, écrire et parler yiddish, hébreu, polonais et russe. 1910, il se souvient même du passage de la comète de Halley. Spectaculaire. Quelques années passent. Reignac a 11 ans maintenant, 1914, et c'est la déclaration de guerre. Un jour, j'étais descendu chez le boulanger pour acheter du pain. J'ai senti qu'il y avait quelque chose d'important. La voisine du dessus rentrait chez elle, les yeux rouges. Je n'osais rien demander. Juste devant notre porte cochère, il y avait un poteau télégraphique où était collée une affiche blanche, bordée de noir en russe. L'Allemagne nous a déclaré la guerre. Dans la rue, les gens chuchotaient. À la maison, le père, avant d'ouvrir le magasin, a fouillé dans un cartable d'où il a sorti des documents. Il faut les avoir sous la main. La mère pleurait. « Ton père ne sera pas mobilisé, il a une trop mauvaise vue, il n'a même pas pu servir dans une unité auxiliaire. Mais mon frère, et peut-être même mon père, comme je les connais, ils voudront être volontaires. Les autorités ne les laisseront pas faire. Lui, il est bourgmestre de 5 villages, et depuis le décès du comte Krasinski, c'est lui qui tient les actes et les livres de l'état civil. » Quel malheur la guerre. Elle avait raison. 15 jours après, son frère a été tué dans un combat frontalier. Il laissait un orphelin de 15 ans. 1915. À 12 ans, Reignac est au lycée de Tomaschow quand sa mère meurt, sans doute des suites d'une angine de Vincent. Malheureux et resté seul à la maison, il part sur les routes. Il est rattrapé par le père qui le cherchait partout et qui le gronde. « Tu ne crois pas que j'ai assez de chagrin d'avoir perdu ta mère? Avec ton frère et Salah, on ne savait pas ce que tu étais devenu. » Un jour, après le souper, mon père nous a amenés dans sa chambre. La première chose que j'ai vue, c'est que le portrait de ma mère n'était plus au mur. Tu prendras le portrait de ta mère dans votre chambre de garçon. Moi, je suis encore jeune, je ne peux pas rester sans épouse, surtout en temps de guerre et avec des enfants. On m'a présenté une dame, veuve de guerre, qui a un garçon de ton âge, m'a dit mon père. Elle est très gentille, affectée par la mort de son mari. Elle est d'une très bonne famille. Par ailleurs, j'ai un acheteur pour mon magasin, un bon prix, et nous retournons à Brzeziny. Vous n'êtes plus des enfants, et je suis sûre que vous comprenez la situation. Salah s'est levé. On comprend, papa, et nous ferons de notre mieux. Reignac, c'est le nom du garçon, était vraiment très gentil, et au bout de peu de temps, il était comme chez lui. Nous appelions sa mère tante. La paix était revenue à la maison. En 1916, on commentait les nouvelles. Les Allemands approchaient par l'ouest et les Autrichiens par le sud. Soudain, les Russes ont disparu de Brzeziny et les Allemands sont arrivés.
Ils ont convoqué le conseil municipal pour désigner des habitants chez qui logeaient les officiers. Le père de Chréniec fut convoqué à la commandanture et réquisitionné pour confectionner des uniformes. Les écoles primaires étaient réservées, on y mettait de la paille et du foin pour loger les soldats. Les usines continuaient à travailler, surveillées par un officier allemand. Ils ont alors enlevé les cloches des églises pour en faire des canons, et ils ont exigé que chacun amène tout l'argent possédé sous peine de sanctions. Il y avait de nombreuses perquisitions chez les particuliers, et les gens obéissaient. En échange, on leur donnait des Reichsmark. Chez le père de Chréniec, les Allemands ont mesuré tous les tissus et les doublures. On mettait des étiquettes avec le nombre de mètres, et il fallait justifier chaque manque de tissu. Moi, j'allais souvent leur rendre visite. Je les comprenais, car le yiddish ressemble beaucoup à l'allemand. Ils étaient enchantés. Une fois, ils ont rempli ma gamelle d'une ration de pâtes, et c'était très savoureux. J'ai emporté la gamelle, et nous avons mangé avec beaucoup d'appétit, mes parents, ma sœur et mon frère. Il y en avait même pour la femme de ménage qui habitait chez nous à la cuisine, où elle avait un lit. Et une nuit, les Allemands ont disparu, et les Autrichiens sont arrivés. Ils étaient moins sévères. Ils ont repris tout l'argent allemand, et nous ont donné de l'argent autrichien. Ils étaient gentils, ils apportaient du café qui était devenu introuvable. Un jeune élève officier m'a même offert un beau jeu d'échecs. Mais les jours de la Pologne dite russe sont comptés. Le traité de Versailles réinstalle la Pologne dans ses frontières, qui unifie ainsi les trois territoires qui avaient été annexés par la Russie, l'Allemagne et l'Autriche. Dans cette nouvelle Pologne, sur le plan démographique, le pays abrite alors la plus forte population juive d'Europe. À cette époque, on recense 2,8 millions de citoyens polonais de confession juive, c'est-à-dire 10% de la population totale. Les communautés se mélangent peu, les mariages mixtes sont rares, mais en ville, les représentants de la bourgeoisie juive tentent à s'affranchir de la religion, parlent au moins autant le polonais que le yiddish, souhaitent leur assimilation dans la nation polonaise et leurs enfants fréquentent les écoles polonaises. Par contre, les classes urbaines pauvres et les populations des shtetls ruraux pratiquent fort peu le polonais et leurs enfants fréquentent surtout les écoles juives. Enfin, si les 3/4 des juifs résident et travaillent dans les villes, les 3/4 des Polonais, dont beaucoup à cette époque sont illettrés, vivent en milieu rural. En vérité, les milieux nationalistes polonais mettent en doute la loyauté des Juifs et se méfient de cette communauté éduquée, mais peu assimilée, qui parle une langue très proche de l'allemand et qui se rapproche du communisme, les deux ennemis héréditaires de la Pologne. Au gymnasium, le lycée, les jeunes juifs comme Chréniec baignaient dans un bouillon de culture politique d'une incroyable vitalité, prenant notamment parti pour le bolchevisme qui promet la fin des discriminations sur critères religieux et une totale égalité de tous les citoyens. Chréniec, qui se sentait assez peu juif, envisage à cette époque, en 1917, de se convertir au catholicisme. Il séjourne dans un couvent, parle longuement avec un moine. « Nous ne voulons pas que tu sois déçu, car une fois décidé, c'est pour la vie. » Il semble renoncer. 1919, c'est l'année de nouveaux pogroms contre les Juifs, commis par des unités armées diverses, des armées blanches, des paysans insurgés. Le flux migratoire s'accélère. Entre 1920 et 1939, l'entre-deux-guerres, face à cette brutale montée de l'antisémitisme, environ 400 000 Juifs quitteront la Pologne, en direction principalement des États-Unis, de la Palestine. D'autres, comme Jack, le frère de Chréniec, choisiront le Brésil, ou d'autres encore l'Argentine et aussi bien sûr les pays d'Europe occidentale, ce que fera Chréniec. Dans ce contexte, le tout jeune Chréniec, qui n'a même pas 16 ans, prend une décision étonnante. Il s'engage comme volontaire dans l'armée. Une rumeur familiale prétend qu'amoureux d'une certaine Ninochka, il aurait alors provoqué en duel un soupirant, l'aurait gravement blessé et aurait été contraint de s'éclipser. Ou, deuxième hypothèse peut-être plus vraisemblable, la guerre russo-polonaise venant d'éclater cet été 1918, beaucoup de jeunes répondent à l'appel. Pour Chréniec, c'est l'occasion de prouver son désir d'intégration dans le tout nouvel État polonais mené par Pilsudski, connu pour son opposition aux politiques antisémites
et son souci d'intégrer les minorités. Mobilisé volontaire, Hreněk a le choix de l'arme et rentre à l'école des officiers de réserve de marine. L'école militaire lui laissant pas mal de temps libre, il se fait domicilier à Cracovie et s'inscrit à l'université pour suivre entre autres les cours d'économie du fameux professeur Badevant. Mais au bout de quelques mois, il en a assez des sextants, des azimuts, des étoiles et demande à partir au front. Il est alors affecté comme sous-lieutenant de réserve dans une unité de la flotte fluviale. Ils sont 8 à bord et naviguent sur le Niémen avec l'objectif de rejoindre Grodno, occupé par les Russes. Encerclés par des soldats russes, ils sont faits prisonniers devant Grodno. Ils sont là, près de 200, parlant allemand et polonais, enfermés dans une école. Il parvient alors à s'échapper, se faisant aider par un gardien posté près de l'église. Caché dans une grange, la servante du curé lui apporte un bol de lait, du fromage blanc, du pain et lui dit de déguerpir. Au matin, il grimpe dans une carriole qui file vers les lignes allemandes de la Prusse orientale toute proche. En effet, l'Allemagne vaincue vient d'être coupée en deux, laissant aux Polonais un passage vers la mer Baltique, c'est le couloir de Gdansk. 60 ans plus tard, Hreněk raconte cette histoire. Quand je me suis sauvé, je suis allé voir le consul de Pologne, en Prusse orientale, et il m'a donné un document avec un nom allemand, un tel, né à Toruń, que je suis né comme allemand à Toruń, en espérant que je pourrais, comme natif de Toruń, je pourrais descendre à Toruń. Là, je désire mon papier, et puis j'ai mes documents normaux. Je voulais, on traversait le couloir polonais. Le fameux couloir. Alors, mais là, j'espérais pouvoir sortir des trains, mais non, les portes étaient bouclées juste avant le passage, et moi, je voulais sortir. Alors, je me suis trouvé dans le territoire occupé. Alors, il y avait des manifestations, des Allemands qui protestaient contre l'occupation, tout ceci, une bagarre, et puis un jour, je me suis fait prendre. Où es-tu? Quand je commençais à raconter, j'étais fait prisonnier par des Russes, je suis sauvé en Allemagne. On ne croyait pas, et puis j'avais un document qui certifiait que je suis allemand, né en Pologne. Ils m'ont envoyé chez les Français, alors cette fois-ci en France, à Wissembourg. Alors là, ils m'ont mis en prison, puisque rébellion, un territoire d'occupation, un truc comme ça. Ouais, rébellion, quelle rébellion? J'étais dans la rue, je ne savais pas quoi faire. J'avais faim. Il attire alors l'attention d'un officier, intrigué par ce tout jeune polono-allemand polyglotte, et après quelques semaines de détention, on lui propose un engagement pour 5 ans dans la Légion étrangère, avec la perspective de devenir caporal. Mentant sur son identité, sur son âge et se prétendant majeur, il accepte avec enthousiasme. Le 11 janvier 1921, on l'emmène en ville, repas dans un bon restaurant, puis passage au bureau de recrutement. Visite médicale, passage sous la toise, 1,55 m, bon pour le service. Hreněk, ou plutôt Waldemar Altenburg, est embarqué alors pour l'Algérie à Sidi Bel Abbès, la capitale légionnaire. Les troupes de la Légion sont sorties exsangues de la guerre de 14 et il faut reconstituer les effectifs pour les besoins des guerres coloniales qui avaient été mises en sommeil, notamment au Maroc. Là-bas, Lyautey insiste pour faire un très large appel aux Allemands démobilisés. L'état-major des armées contacte le ministère de l'Intérieur qui décide de faciliter l'entrée en France des gens dépourvus de passeport mais voulant s'engager. Belle opportunité pour Hreněk. Malgré le vent, malgré la pluie, les meilleurs soldats de la France. Février 1921, il est envoyé au Créder, dans le sud oranais, affecté à la construction d'un fort. Les journaux de l'époque louent ces légionnaires qui ont abondamment arrosé de sueur et de sang les sables arides de ces parages. Hreněk a une promotion éclair. Première classe, décembre 21, caporal, mars 22, sergent, janvier 23. On lui dira plus tard qu'il a été le plus jeune sous-officier de toute la Légion. En août 22, il quitte Sidi Bel Abbès et est affecté au Maroc en renfort du 4e régiment étranger. Il est alors plongé dans une guerre coloniale cruelle
les bataillons de la Légion étant mis à contribution pour combattre les rassemblements d'insoumis ou dissidents, comme on les appelle. C'est la pacification, entre guillemets. Les Ayanes viennent d'être soumis, la piste Nidel-Tazrou est sécurisée, il faut alors réduire la poche de Taza. Les combats font rage, les tribus rebelles attaquent convois, patrouilles et postes sommairement installés. Beaucoup de morts des deux côtés. Reignac parcourt à pied avec un barda de plus de 30 kilos les 400 km qui séparent Taza de Casbatadla. Il est alors impliqué dans les combats du Tizirnim. C'est là qu'un soir, il aperçoit un lion, le lion de l'Atlas, sans doute l'un des derniers de cette espèce maintenant disparue. Puis, c'est l'occupation de Wawizert et de l'Irfrawan en octobre 1922. En avril 23, il est blessé au bras et à un doigt. Il y gagne la médaille coloniale Maroc. Il s'est donc bien battu. Et là, surprise, son engagement dans la Légion est annulé par voie diplomatique en novembre 1923. Que s'est-il passé? Reignac a peu parlé de ce passé. Les combats étaient très durs. Les insoumis, ces montagnards berbères qui refusaient d'être colonisés, menaient des combats désespérés face aux troupes coloniales puissamment armées. Reignac, qui restait en relation épistolaire avec ses parents, a dû leur faire part de ses états d'âme sur cette guerre coloniale, en totale contradiction avec ses idéaux. Sur réclamation de ses parents et l'intervention des ambassades de Pologne et de France, après bien des difficultés, le ministère des Armées, reconnaissant l'illégalité du recrutement d'un garçon de 17 ans, finit par accepter la rupture de ce contrat aberrant. 1924, de retour en France, Reignac vient à Paris et trouve du travail à l'usine Renault, qui vient tout juste de mettre en place le travail à la chaîne, ce qui déclenche des conflits avec les ouvriers. Il est possible que ce soit là, à Paris, que Reignac soit pris par la police à distribuer des tracts. Il est donc fiché communiste, un fichage qui le suivra définitivement et qui fera toujours échouer ses multiples tentatives de naturalisation pour devenir français. 1925, retour en Pologne. Bien que les relations entre chrétiens et juifs s'améliorent sous les gouvernements de Piłsudski de 1926 à 1935, les vexations et les violences se multiplient, notamment dans les universités, où les juifs, mieux préparés, mieux scolarisés, constituaient le tiers des étudiants. Place aux étudiants catholiques. On introduit un numerus clausus semi-officiel, on interdit aux juifs certaines spécialités. Ne pouvant s'inscrire en médecine, de 1925 à 1930, Reignac va passer le diplôme en sciences sociales et économiques de l'Université libre de Łódź, obtenant dans ce cadre une bourse d'études de 1 an en Allemagne. Là-bas, il est logé avec un Portugais à qui il apprend l'allemand et qui lui apprend des rudiments de portugais. Ça lui sera utile un peu plus tard. Toujours aussi boulimique, il enchaîne avec une licence en sciences naturelles à l'université de Varsovie. Quelques photos, les premières qu'on ait de lui, les précédentes ayant toutes disparu, témoignent d'une période de sa vie très active. Beaucoup de rencontres, dont de jolies jeunes filles, mais on n'en sait pas plus. Il travaille parallèlement dans une banque, milite semble-t-il beaucoup, et dispose d'une carte de presse à l'Écho Mazowieckie de Tomaszów. Il est si actif dans les milieux militants qu'en 1929, il est sous le coup d'une inculpation pour activisme politique et placé en liberté surveillée. Mais, se rappelant son ancienne domiciliation à Cracovie, au temps de son service militaire, il s'y rend, obtient sans difficulté son passeport auprès du commissariat local, qui ne sait rien de son inculpation, et en 1930, il quitte la Pologne clandestinement. Il voyage alors en Allemagne, à Amsterdam, et se décide pour le Portugal, que son frère Jack, après un séjour en Angola, vient de quitter pour le Brésil, où il fera souche d'ailleurs. Arrivé à Lisbonne, il cherche du travail, rôde son portugais, et finit par rencontrer à la chambre de commerce luso-polonaise M. Touzet, architecte français et consul honoraire de Pologne à Lisbonne, qui cherche l'oiseau rare,
un secrétaire parlant polonais, français et portugais. Bingo, Heniek est donc recruté. Et le consul ne tarira pas d'éloges sur l'efficacité et l'intelligence de cette nouvelle recrue. Traduisant en portugais l'ouvrage d'un chercheur polonais sur la lèpre, il se prend de passion pour la bactériologie et, toujours aussi boulimique, passe un certificat de bactériologie et parasitologie à l'université de Lisbonne. Le récit familial rapporte qu'il traverse le Tage à la nage, 1,5 km devant la tour de Belém, et manque de se noyer dans les remous d'un bateau. Effondré sur le rivage, il tombe dans un sommeil de plomb et attrape un monstrueux coup de soleil. Dans son travail de secrétaire, il fait si bien l'affaire que 18 mois plus tard, on lui propose un stage pour obtenir une titularisation aux affaires étrangères. Il lui faut alors avouer à M. Touzet qu'il a quitté clandestinement la Pologne. Il lui faut donc partir. Octobre 1932, le consul M. Touzet lui délivre une attestation où il regrette de se séparer de M. Krakowiak et qu'il quitte sa place pour reprendre en France ses études interrompues. Et il le félicite pour les devoirs accomplis avec honnêteté, intelligence et initiative. Pour Heniek, la France, ce sera l'Algérie qu'il a connue avec la Légion, une Algérie qui est française, là où les Juifs, depuis le décret Crémieux, peuvent obtenir la nationalité française et la perspective de faire les études qu'ils souhaitent. Il a sur lui assez d'argent pour tenir 1 ou 2 années. Arrivé à Alger où il ne connaît personne, il descend dans un petit hôtel, l'hôtel du lycée. C'est en fait un hôtel de passe, et il s'y fait voler toutes ses affaires, argent compris. Suit alors une période très difficile. Il a enfin pu s'inscrire en médecine, il a 29 ans en première année PCL. Il fait des petits boulots dans les boutiques des Juifs du quartier, et le soir est ouvreur au cinéma. Puis, il rencontre Marcel Loufrani, qui tient un laboratoire d'analyse médicale, et apprenant que Heniek a un diplôme de bactériologie, l'engage comme chimiste analyste sur des horaires aménagés pour qu'il puisse continuer ses études. La malchance le poursuit, car en février 1933, 4 mois seulement après son inscription en fac de médecine, l'Ordre des médecins, qui veut limiter l'accès des étrangers aux professions médicales, réussit à faire voter une loi honteuse imposant une condition de citoyenneté française pour faire des études de médecine. À Alger, le doyen fait tout ce qu'il peut pour aider Heniek à valider son semestre et s'inscrire à la faculté des sciences. Il obtiendra ainsi, en 1935, son diplôme de physique, électricité et chimie industrielle. Il entre alors comme ingénieur d'études à la société Coralec d'électricité industrielle. Durant cette période, de 1932 à 1936, Heniek, qui habite Bab el-Oued, dans une rue colonisée par les Polonais, se rapproche d'autres immigrés de la même origine, juifs d'Europe centrale, les Epstein, plus tard Epstein, les Slonimski, les Zeidman, M. Joseph, et d'autres encore. Mais il fréquente aussi un deuxième cercle d'amis, qui le surnomme Krakow, qui sont tous des sympathisants ou inscrits communistes, les Léonardon, les Degers, et surtout le charismatique Stasza Ćwikliński, géant d'origine polonaise, médecin, philosophe à ses heures et ami d'Albert Camus. Avec son épouse Morella, ils sont et resteront des amis fidèles de Krakow qui, durant ces années, leur parlent souvent de sa fiancée Ida qu'il espère ramener à Alger. Mais le voyage est coûteux. Qu'importe, en 1935, il s'engage comme matelot à bord d'un 3-mâts, l'Helenka, qui, après le détroit de Gibraltar, remonte en 4 mois l'Atlantique Nord, puis la Baltique jusqu'à Danzig. De là, il file à Bjejiny pour se marier avec Ida le 18 juin 1936. À cette époque, la situation des Juifs s'est considérablement détériorée. Pogrom de Pristik, boycott des magasins, appauvrissement de la communauté. Beaucoup de Juifs émigrent. Juillet 1936, Heniek séjourne 1 mois en URSS pour des rencontres des jeunesses communistes
où il représente l'association des étudiants progressistes d'Alger. À son retour, les jeunes mariés quittent définitivement la Pologne et filent vers la France, mais faute d'argent, chacun à sa manière. Ida en train et Hreněk en bicyclette, il l'appelle sa chèvre, Koza. Traversant la Tchécoslovaquie, s'arrêtant à Venise, il retrouve Ida à Lucinge, dans le chalet au-dessus du lac Léman que Stacha et Morella occupent tout l'été. Hreněk repart ensuite à Marseille, y vend son vélo pour se payer la traversée en bateau jusqu'à Alger. Là, il prépare l'arrivée d'Ida dans l'appartement de Bab el-Oued et reprend son activité chez Koralek. Naissance de Sacha en décembre 1937, rue Vasco de Gama, Hreněk et Ida fréquentent plusieurs cercles d'amis fidèles. Le groupe plutôt politisé de sympathisants communistes autour de Stacha, le groupe de la communauté polonaise plutôt d'origine juive mais résolument athée, notamment les Epstein, et leurs deux filles, Anna et Vera, qu'Eva considérera comme de vraies cousines. Et un troisième groupe indépendant des précédents avec les Gansarski et leurs deux enfants Bernard et Clara, cette dernière épousera le cinéaste Louis Daquin. Les Hoffmann, qui avaient une maison de vacances à Verterive, et les Widgorczyk, Max, le menuisier actif militant communiste et proche de Camus, et qui fabriquait des décors pour ses pièces de théâtre. Sala, la grande sœur de Hreněk, lui rend visite à Alger. Il cherche désespérément à lui obtenir, ainsi qu'à son mari et son enfant, un permis de séjour pour échapper au climat délétère qui s'abat sur la Pologne, où les ultras ont le pouvoir. Mais l'administration française reste intraitable. Elle retourne alors en Pologne, où elle s'y fera assassiner par les nazis. Quand la guerre est déclarée, à l'été 1939, Hreněk, qui comme beaucoup de réfugiés à l'époque souhaitait une intégration rapide dans l'Algérie française, s'engage immédiatement, bien que l'Algérie entre avec réticence dans la guerre. Par ailleurs, les Juifs ne sont pas bien vus et sont écartés du front. Ancien de la Légion, Hreněk reste près d'Alger, puis est envoyé à 500 km de là à Kenchala. Il est nommé caporal, puis sergent, en juillet 40, bizarrement après l'armistice. Avec l'instauration en France occupée d'un nouveau gouvernement présidé par Pétain, les lois antisémites vichistes s'appliquent alors à l'Algérie. Le décret Crémieux, qui donnait la nationalité française aux Juifs nés en Algérie, est abrogé dès octobre 1940, date à laquelle Hreněk est libéré et rayé des cadres de l'armée. Certaines professions sont désormais interdites aux Juifs, 2/3 des médecins sont concernés. Le docteur Stacha Tchiklinski, rejeton de l'aristocratie polonaise pris pour un juif, propose aux gendarmes de se déculotter devant eux. Quelques milliers de juifs sont internés dans des camps, leurs biens sont spoliés. Quant à Hreněk, qui se sent assez peu juif en vérité, il semble protégé par son statut d'ancien combattant de la Légion. L'Amérique en guerre vous parle. Écoutez bien, voici une nouvelle d'une extrême importance. Un corps expéditionnaire américain a débarqué sur les côtes de l'Afrique du Nord. Fort heureusement, le débarquement allié de novembre 1942, l'opération Torche, va chasser les vichistes d'Algérie. À Alger, ce débarquement a été très efficacement épaulé par un groupe d'environ 400 résistants, dont les 2/3 appartenaient à la communauté juive de la ville, et qui dans la nuit du 7 au 8 novembre va neutraliser les points stratégiques de la ville et mettre aux arrêts les plus hauts dirigeants civils et militaires vichistes, tels que le général Jean et l'amiral Darlan. Stacha fut un participant actif de ce putsch, et Hreněk fit partie du groupe RUF, chargé du central téléphonique, du champ de manœuvre, qui devait couper les communications civiles. Après ce succès militaire, l'Algérie va devenir une excellente base arrière pour préparer le futur débarquement en Sicile de juillet 1943. En mars 1943, Hreněk, Stacha et quelques autres de leurs amis décident de régulariser leur situation en s'engageant officiellement dans l'armée. Ils se mettent à la disposition des Anglais, les Français ne voulaient rien faire, au service du renseignement allié qui va préparer le débarquement. Hreněk suit un stage de parachutisme dans un camp d'entraînement anglo-américain à Sidi Ferruch.
L'été 43, c'est aussi l'époque de l'éjection progressive des hauts fonctionnaires collaborationnistes, de la mise à l'écart de Giraud par De Gaulle et du rétablissement du décret Crémieux. En octobre 43, le chef de Reignac, le colonel Vazeille, par ailleurs directeur des houillères de Kenadza, ayant un besoin urgent d'un chimiste pour son laboratoire, obtient sans mal sa démobilisation. Après la naissance d'Eva, en janvier 44, il part alors dans le sud saharien avec femme et enfants. Il séjourne d'abord à Bidon 2 quelques mois, puis arrive à Kenadza, où il est nommé responsable du laboratoire des houillères du sud oranais. À partir de 1940, les communications étaient certainement devenues difficiles entre l'Algérie et la Pologne. En 1945, la fin de la guerre et l'ouverture des camps de la mort apportent de tragiques nouvelles sur les membres de la famille restés en Pologne. Pas moins de 6 de ses proches ont été assassinés dans les camps nazis. Ses 2 sœurs, Touchia et Sala, avec son fils et son mari, son père Lazare, sa deuxième épouse Pessa, ainsi que son fils Benyek, son oncle Zalman et toute sa famille. Le bilan sera encore plus terrible pour la famille d'Ida. Reignac quittera les houillères en 1948 pour permettre à Sacha, interne bien malgré lui à l'âge de 9 ans au lycée Ben Aknoun d'Alger, de se retrouver en famille et poursuivre ses études dans de meilleures conditions, tellement bonnes même que 10 ans plus tard, à 18 ans, il entrera à Polytechnique. Peut-être offrait-il ainsi par procuration une revanche à son père dont le parcours universitaire fut sans cesse bousculé par l'histoire. À Alger, Reignac prendra alors un emploi comme ingénieur et chef de travaux dans l'entreprise de leurs amis Epstein, la General Electric nord-africaine, EGNAF. Toujours à Alger, il entre en 1958, puis à Paris après 1962, au centre de documentation de l'Institut technique du bâtiment, qui saura apprécier cette perle rare, parlant couramment 6 langues, français, russe, allemand, polonais, portugais, anglais, même 7 en comptant le yiddish. Dans les décennies qui suivront, toutes ces tentatives pour être naturalisé français échoueront, car la préfecture tenait entre ses mains le dossier, jugé explosif, d'un jeune juif polonais de 20 ans, pris en 1924, à distribuer des tracts, puis certainement repéré comme sympathisant communiste à Alger. Comme beaucoup de communistes, il avait pourtant rendu sa carte en 1956. Découragé par tous ses refus, et pour lui permettre de voyager à l'étranger en compagnie d'Ida, il abandonnera le statut de Polonais avec passeport consulaire pour celui de réfugié polonais plutôt qu'apatride, un terme que ni lui ni Ida ne supportaient. À chaque contrôle d'identité, il ne montrait obstinément que sa carte d'ancien combattant. J'ai passé plus de 4 ans sous les drapeaux français. Je me suis battu. Je suis titulaire de la carte de combattant. Je suis ancien combattant, médaillé. Et j'ai des enfants français. Je peux dire que j'ai tout de même acquis un peu de culture française. Je suis quelque peu assimilé. Je possède la langue, je connais l'histoire, j'ai occupé des postes. Et que je fais, quel crime ai-je commis dans ma vie? Je n'ai jamais volé personne. Tout ceci. D'ailleurs, je m'en fiche. Non, avoir sur mon bulletin français ou étranger, d'autant plus que j'use de mes droits d'ancien combattant, justement, à toute occasion je sors ma carte, je ne vais pas montrer notre carte. C'est une pièce d'identité qui est admise même n'importe où. Как первый праздник